Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah, c'est l'heure de commencer. Alors, merci à tous pour votre participation. Alors, juste quelques points, comme d'habitude, votre téléphone ou votre ordinateur ont été désactivés pour réduire le bruit de fond. Mais vous avez accès à un chat. J'ai déjà posté quelques messages dans le chat. Vous avez aussi accès à un, à une section questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà assisté à mes webinaires, votre attestation, la présentation et l'enregistrement seront partagés avec vous ainsi qu'avec tous les inscrits dans quelques jours. Vous me laissez le temps de récupérer la liste des participants et je communiquerai avec vous toutes ces informations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Jamal Wahi, je travaille pour la société Clarivate. Je suis basé à Dubaï et je fais partie de l'équipe consultant sur les solutions en recherche scientifique, dont le Web of Science dont on va parler aujourd'hui. Je couvre la région, donc je travaille sur la région, alors, essentiellement Moyen-Orient, Afrique, mais aussi Europe centrale. Et je suis aussi chercheur à l'université de Leiden. Je m'intéresse à toutes les questions relatives à la publication scientifique, ce qu'on appelle la scientométrie, la mesure de la science, de l'impact et ainsi de suite. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Madame Touria Slimani et Madame Karima El-Hashimi de l'IMIST, qui ont organisé ces sessions. Alors, ils sont panel, donc si vous avez des questions concernant l'accès, ce sont les personnes qu'il faut contacter. S'il y a des besoins de clarification, j'en parlerai pendant ma session. On a une heure ensemble aujourd'hui. Alors, il y a toute une série de modules. On va commencer par le Web of Science. Aujourd'hui, c'est le Web of Science. Il y aura d'autres sessions sur d'autres plateformes dans les jours à venir. Ça ne s'arrête pas là. Je partagerai avec vous tout à l'heure une diapo où j'explique un petit peu comment on peut avoir de l'assistance quand on est bloqué. On a aussi des webinaires qui sont organisés régulièrement. Moi-même, en général, j'organise un webinaire public avec attestation en webinaire gratuit et je les annonce via ma newsletter. Donc, je mettrai ça dans le message, dans le chat tout à l'heure. Et je partage aussi beaucoup de conseils parce qu'il y a pas mal de jeunes chercheurs, peut-être certains d'entre vous qui m'ont déjà contacté, qui m'ont des questions et je suis disponible pour y répondre. Donc, vous aurez aussi mes coordonnées euh, pour pouvoir me contacter plus tard. Alors, je vais juste fermer Teams, sinon je vais avoir beaucoup de messages. Alors, vous me laissez un instant. Alors, juste 30 secondes. Je vais fermer ça. Voilà, je quitte Teams, comme ça on est tranquille. Ok, alors, donc l'objectif de cette session, c'est de vous expliquer, vous montrer comment on peut explorer la recherche scientifique sur un sujet précis avec le Web of Science. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par présenter le Web of Science et la Call Collection, donc il y a une base de données qui est disponible dans la plateforme. Je vais vous montrer comment accéder au Web of Science avec un abonnement institutionnel. Donc, au Maroc, vous avez accès via l'IMIST. Donc, je vais en parler rapidement. Ensuite, je parlerai de comment on fait la recherche, comment on effectue une recherche sur un sujet précis. Et ensuite, la question, c'est comment je fais pour accéder au texte intégral. Donc, il y a différentes façons d'effectuer ces différentes tâches. Donc ça, c'est vraiment l'initiation. Donc c'est vraiment comment j'accède, comment je fais une recherche dans le Web of Science. Ensuite, ce qui est important dans l'exploration d'un sujet scientifique précis, le plus important, c'est pas de trouver l'information, mais vraiment d'identifier les documents les plus pertinents. Donc ça sera la deuxième partie de la session. Et l'objectif, vraiment le point le plus important, si vous deviez vous rappeler que d'un seul point de cette session aujourd'hui, c'est d'utiliser les filtres pour éliminer le bruit et pour affiner la recherche. Parce que
le problème aujourd'hui, c'est pas d'accéder à l'information, c'est d'accéder à la bonne information, ou l'information la plus pertinente. Il y a plein de filtres qui sont disponibles dans la plateforme. Alors, on peut se focaliser sur certains types de documents. Peut-être qu'on n'est pas intéressé par les lettres, par les éditoriaux, etc. Je vais parler de Early Access parce qu'il y a souvent une confusion sur le type de publication. Est-ce que la publication, elle est publiée? Est-ce qu'elle a été acceptée mais pas encore publiée dans le sens, elle n'a pas encore été assignée un numéro de publication? C'est quoi la date de publication finale et ainsi de suite. Ensuite, on a la date d'indexation, c'est quand l'information de la publication est mise à disposition dans le Web of Science pour tous les utilisateurs. Ensuite, on va regarder les citations. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore à l'aise avec les citations, mais c'est un élément, c'est une information qui est assez importante qui permet d'avoir une visibilité ou au moins un niveau de compréhension sur l'impact qu'une publication a pu avoir depuis sa date de publication. Et ensuite exporter, parce que une fois qu'on a trouvé des publications intéressantes, je veux les sauvegarder pour ensuite les mentionner, les citer dans ma synthèse de littérature et je veux les garder, je veux les sauvegarder quelque part. Ensuite, on a plein de ressources disponibles, donc ce qu'on appelle de knowledge base, c'est une base de données de conseils qu'on met à disposition des utilisateurs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors juste dans le chat là, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par les autres webinaires, je mets ça dans le chat. Quelqu'un a mis, il y a un problème de son, si vous pouviez confirmer si le son est bon ou pas. Je vous conseille d'avoir une très bonne connexion pour ceux d'entre vous qui sont connectés sur téléphone, la 4G, la donnée, etc. Il faut avoir, parce on est beaucoup, et généralement, ok. Alors merci pour les confirmations, le son est bon. Ok, parfait. Pour ceux qui ont des problèmes de son, essayez d'avoir une, une- une- une bonne connexion. Ok. Euh, Ok, alors on attaque avec l'initiation au Web of Science. Donc, concernant la présentation du Web of Science et de la Core Collection, le Web of Science, c'est une base de données, c'est un moteur de recherche de littérature scientifique multidisciplinaire. Là, je vais vous expliquer ce qu'on a en termes de contenu dans la base de données. On a plusieurs centaines de millions de publications. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des revues scientifiques, des conférences ou des publications de congrès et des livres. Ce qu'on fait dans la base de données, dans la plateforme qui s'appelle le Web of Science, c'est qu'on ne met pas tout ensemble dans une seule base de données. On va classer le contenu scientifique par type de publication. Par exemple, c'est ce qu'on fait avec les brevets. On ne les mélange pas avec les preprints, on ne les mélange pas avec les dissertations et les thèses des étudiants. Et on va avoir aussi une classification par discipline. Par exemple, Medline pour le contenu médical, InSpec pour l'ingénierie, et ainsi de suite. On a aussi des bases de données régionales, donc Silo pour l'Amérique latine, l'Afrique du Sud et péninsule ibérique, donc l'Espagne et le Portugal. Base de données en coréen, base de données de contenu en chinois, et le Arabic Citation Index pour la plateforme de contenu scientifique publié par les revues basées dans les pays arabes. Euh, Moi, aujourd'hui, je vais me focaliser sur le Core Collection. Et c'est une base de données qui est un peu spéciale dans le sens où elle est exclusive au Web of Science. Vous la trouvez que dans le Web of Science. Dedans, ce qu'on trouve, on trouve des revues, des livres et des conference proceedings ou des publications de congrès ou de conférences. En sciences sociales, donc sciences artistiques, sciences humaines, donc clairement multidisciplinaire. Et c'est d'ailleurs la base de données qui est derrière Journal Citation Reports, dont on va parler dans quelques jours, qui est à la base du facteur d'impact, quand on parle de revue avec facteur d'impact. Quand on dit revue indexée dans le Web of Science, on parle de ces revues-là, on parle de cette base de données. D'accord? On parle de ces 4 collections. Les revues en sciences, sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines et les revues émergentes. Quand on dit revue indexée, je répète, on parle de ces bases de données. OK? Ou de cette base de données et de ces 4 collections. Alors, je poursuis. Ici, Core Collection, encore une fois, c'est le nom de la base de données. Pourquoi on l'appelle Core? C'est un peu le noyau de la plateforme. Quand on dit Core, c'est vraiment la base de données qui est au cœur, au centre de la plateforme. C'est aussi la plateforme de base. C'était la plateforme, base de données historique
initialement, dans les années 50 du siècle dernier, on n'avait qu'une seule base de données, une seule collection qui était Science Citation Index. D'ailleurs, c'était le nom original, Science Citation Index, qui est devenu ensuite Science Citation Index Expanded. D'accord? Donc, c'est la base de données au cœur, au centre de la plateforme. En termes de statistiques, très rapidement, on parle de 34 000 revues sur toute la plateforme, 22 000, plus de 22 000 donc quand on dit revues indexées, parce que je sais au Maroc, vous avez des critères d'obtention du doctorat, il faut au moins une ou deux publications dans une revue indexée. On parle de cette base de données. Ok. Quand on dit présentation orale et ainsi de suite, on a quelque chose de similaire pour les congrès et pour les livres qui sont indexés. Ce qu'il faut comprendre quand on parle d'indexation par Clarivate, c'est que Clarivate n'est pas un éditeur. On ne publie pas de revues. Donc, quand on dit, par exemple, je prends un exemple d'une revue marocaine, Moroccan Journal of Chemistry, donc la revue marocaine de chimie, c'est une revue indexée dans la base de données. On ne l'a pas publiée. Elle est publiée par les collègues au Maroc, à Oujda pour être plus précis. La revue nous est envoyée à nos collègues éditeurs qui, eux, vont l'analyser selon des critères de sélection de qualité. Donc c'est ça dont je parle ici dans la diapo suivante, c'est qu'on a une intégrité éditoriale dans le sens où nos éditeurs, ils font que ça, c'est leur job tous les jours. On est neutre parce Clarivate n'est pas un éditeur. Et on a des experts internes qui vont sélectionner les revues de la Core Collection, qui vont se focaliser sur les revues de qualité. Alors je vous passe ça en revue parce que il y a une autre session d'ailleurs sur le sujet cette semaine, demain, pour être plus précis. On a 28 critères de qualité et d'impact, donc 24 critères de qualité et 4 critères d'impact. Et nos collègues, donc nos éditeurs, ce qu'ils font, nos experts, c'est qu'ils vont analyser ces revues, ils vont se poser la question, est-ce que la revue correspond à nos critères de sélection? Si la réponse est oui, elle est indexée. D'accord? On regarde des points importants comme il faut qu'il n'y ait pas d'affiliation des éditeurs ou à des centres de recherche ou même des activités de recherche, donc même qui publient des travaux de recherche. Et aussi, donc il faut une impartialité et pas de conflit d'intérêt potentiel au niveau des experts. Ce qui est important, c'est que par défaut, quand vous vous abonnez ici, vous allez avoir accès à ces bases de données, donc Core Collection, mais vous allez avoir d'autres bases de données. Je vous montrerai comment y accéder dans la plateforme. Et vous avez la base de données des revues en coréen, Medline pour Medical, Preprint pour les preprints que vous pouvez déposer dans Archive, par exemple archive.org ou archive.org, les dissertations ProQuest et Silo. Okay. Vous pouvez avoir accès à d'autres bases de données, donc ça dépend de l'accès que vous avez au Maroc via l'IMIST. Donc, vous, votre accès sera différent du mien, parce que moi, j'ai accès à tout. Vous allez avoir accès à certaines bases de données. Donc, Medline, par exemple, pour les étudiants en sciences médicales, Medline qu'on retrouve dans PubMed, est disponible dans le Web of Science. Je pourrais faire un exemple tout à l'heure. L'avantage de chercher dans Medline, de chercher des publications de Medline dans le Web of Science, c'est qu'il y a des revues de Medline qui sont aussi indexées dans Core Collection. Et puisqu'elles sont indexées dans Core Collection, vous allez avoir plus d'informations. Bon, alors bien sûr, vous allez retrouver les MUSH terms, par exemple les termes médicaux, mais vous allez avoir l'unification des adresses, vous allez avoir l'information sur le financement que vous n'avez pas forcément dans la base de données originale. Ok. Alors, pour l'accès, je vais aller rapidement parce que pour le Maroc, c'est un peu spécifique. Bon, j'ai la chance d'avoir Madame Touria et Madame Kalima de l'IMIS qui peuvent répondre aux questions de l'accès. Mais en gros, comment ça fonctionne? Alors, pour le Maroc, vous avez accès à e-resources ou e-ressources, ressources électroniques via l'IMIST. Il faut une adresse institutionnelle. Donc ça, c'est un accès qui est un petit peu spécifique où il faut créer un compte avec l'IMIST. Ils sont assez réactifs, très réactifs sur la création du compte. Il faut une adresse email institutionnelle qui permet de justifier votre appartenance ou votre affiliation. Une fois que vous avez ce compte, vous accédez via webofscience.com. Si vous êtes sur site, par exemple, vous êtes à Mraj Khadir Riyad, il y a l'adresse IP, vous pouvez l'ouvrir de cette façon.
Donc dans ce cas-là, pas besoin d'identification. Si vous travaillez à distance, donc soit avec une VPN, mais dans ce cas-là, je pense pour le Maroc, ça n'a pas été configuré, via la page d'identification par proxy de votre organisation, c'est un compte comme ça qui a été défini, mais au niveau national ou avec votre compte personnel. Donc il faut d'abord avoir un compte Eurosource, créer ce compte et ensuite accéder au Web of Science. Et après, je vous montrerai, une fois que vous avez réussi à accéder au Web of Science, vous créez votre compte personnel avec n'importe quelle adresse mail et là, vous serez, vous serez bon pour accéder au Web of Science. Jamais, s'il te Euh, plaît. oui, Jamais, pardon. oui, Juste, je t'en prie. juste une petite précision sur la création de compte. Donc, pour l'instant, depuis janvier 2003, il n'y a plus d'intermédiaire. Il suffit d'avoir son email institutionnel pour accéder à la plateforme et créer par soi-même son compte. Donc, Ok, vous pouvez le faire par vous-même. N'importe quel chercheur ou étudiant ayant une adresse email institutionnelle peut faire cette opération et créer par lui-même son compte d'accès à distance Eurosource. ok, super. Merci pour la clarification. Euh, alors, il y a d'autres questions dans le chat. Alors, vu que je suis occupé, parce qu'il y a des questions concernant l'accès auxquelles Madame Touria et Kalima peuvent répondre, si vous pouvez les poster, euh, pas en privé, c'est-à-dire pas qu'à moi, mais pour tous les panélistes, vous avez une sélection où vous pouvez euh, poser la question à tout le monde, parce que je reçois des questions qui ne sont pas visibles pour les autres membres du panel. Donc, est-ce que c'est gratuit? Oui, pour le Maroc, si vous êtes affilié à une institution qui fait partie du consortium, l'accès est gratuit. Alors, juste une clarification, pardon, c'est que il faut vous assurer d'accéder au Web of Science sur site, donc euh, euh, via le bon canal. Sinon, vous n'aurez qu'un accès gratuit et partiel du Web of Science. Mais là, le ministère, donc via CNRST et l'IMIST, s'abonne au Web of Science. Donc, vous avez une version complète. D'accord? C'est pas que la version gratuite. OK? Donc, je répète, pour ceux d'entre vous qui ont des questions, merci de préciser que dans le chat, vous mettez to, pas everyone ou pas que moi-même, mais vous mettez all panelists. Comme ça, mes collègues peuvent y répondre. Alors, je poursuis. Pour la page d'accueil, vous voyez, donc ça, c'est une copie d'écran de la page d'accueil du Web of Science. Donc, la plateforme existe en plusieurs langues. Il y a 9 langues, dont l'arabe, qui est disponible ici. Vous verrez donc que vous avez la possibilité de chercher des documents, donc en gros des publications, ou des chercheurs. Si vous ne pouvez pas utiliser l'onglet documents, ça signifie que vous avez accédé à la version gratuite, la version publique du Web of Science que tout le monde peut utiliser sans abonnement. Mais c'est une version limitée. Donc si vous voyez pas Documents ici, au document, ça veut dire que vous n'avez pas accédé de la bonne façon. Donc il faut reproduire donc, les étapes qu'on a décrites précédemment. Sur la gauche, vous avez un menu personnel où vous avez votre profil, les alertes, là où vous avez sauvegardé les publications. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et ici, dans Products ou Produits, c'est là où vous pouvez accéder à d'autres solutions, comme Journal Citation Reports, comme EndNote, dont on parlera dans les prochaines sessions. Alors, j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Euh, oui, alors juste pour information, parce que je sais qu'il y en a qui utilisent ce qu'on appelle les lecteurs d'écran, c'est-à-dire ceux qui utilisent cette technologie dans le Web of Science. Il y a un indice audio pour avertir les utilisateurs qui accèdent via un lecteur d'écran pour savoir quand la page est terminée. Donc ça, c'est pour votre information. Alors, question de Hamid, encore une fois, c'est une question qui était posée en privé pour l'accès. Donc, ça veut dire que vous aviez accès au Web of Science, ce qu'on appelle le roaming, donc un accès euh, mobile du Web of Science. Et donc là, vous êtes dans une session gratuite. Donc, il faut se reconnecter pour renouveler votre accès. Donc, il faut se reconnecter comme vous vous êtes connecté la première fois pour créer votre compte. En gros, il faut se reconnecter depuis votre institution ou via le canal dont on a expliqué tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure, pardon. Alors, je passe sur la recherche du sujet parce que c'est ça qui nous intéresse. Encore pour information, il y a l'IMIST qui a un guide, on pourra le partager sur comment accéder à la plateforme. C'est expliqué sur le site de l'IMIST, imist.ma. Parce que je vois, il y a une autre question. Est-ce que je dois créer mon compte avec mon email institutionnel et ainsi de suite? Euh,
Il y a des demandes là en privé qui me demandent d'activer mon compte. Vous avez déjà envoyé un email à Limis. Alors, il y a, comme vient de l'expliquer Toulier, il y a plus d'intermédiaire. Donc, vous pouvez créer votre compte directement depuis le site de Limist et vous avez les informations sur le site de Limist euh, pour créer un compte. Alors, juste pour répondre, si on n'a pas accès au Web of Science, l'information sera stérile pour moi. Non, vous avez accès, il faut juste créer un compte comme expliqué précédemment. Alors, pour la recherche d'un sujet, le conseil que je vous donne sur la plateforme ici, quand vous cherchez dans le Web of Science, vous aurez l'onglet Documents, donc publication. Vous verrez ici la liste des bases de données dans lesquelles vous pouvez chercher la littérature. Et ici, vous avez différents types de recherches. On peut chercher par topic, par sujet, par auteur, par année de publication et ainsi de suite. Le conseil que je vous donne, c'est que quand vous cherchez les termes en anglais, même si l'article original est écrit dans une autre langue, il sera toujours indexé en anglais dans Web of Science. C'est ce qu'on demande aux éditeurs. Il nous faut au moins le titre et le résumé en anglais. Même si la publication est en français, en arabe, en chinois, en coréen, ou peu importe la langue, les mots-clés que vous cherchez dans Web of Science, vous aurez toujours plus de résultats quand vous cherchez en anglais. Alors, quand vous effectuez une recherche par sujet, vous recherchez des mots-clés dans, en gros, ce que ça veut dire. Quand on cherche par topic, on cherche dans le titre, les résumés des publications, les mots-clés de l'auteur, ou ce qu'on appelle des keywords plus, c'est des mots-clés qui ont été générés automatiquement en fonction des titres et des références. Ok. Alors, juste pour information, avant 1991, donc ça fait déjà plus d'une trentaine d'années, Web of Science n'indexait que les titres et les auteurs et les références. Et ensuite, Web of Science a commencé à indexer les résumés et les mots-clés. Donc, du coup, on a plus de contenu en termes de mots-clés à partir des publications de 1991. Euh, je recherche un sujet. Donc là, j'ai fait une recherche, Sustainable Banking, donc banque, on va dire durable. Je ne sais pas comment on pourrait traduire en français. On récupère un bon paquet de publications, plus de 10 000 publications. Dans le Web of Science, donc ça c'est relativement récent, on peut améliorer la recherche en ajoutant rapidement des mots-clés. C'est-à-dire que le Web of Science nous dit, quand il s'agit de ces mots-clés, très souvent, on retrouve d'autres mots-clés qui peuvent être plus pertinents. Donc là, le mot-clé, il est ajouté. Donc là, par exemple, Sustainable Banking, j'ai ajouté on va dire la finance éthique ou la finance verte, par exemple. Et je peux être plus précis, est-ce que je veux les inclure ou je veux les exclure. Ça, c'est si nécessaire. Donc, on peut être plus précis en disant, moi, je suis intéressé par Sustainable Banking, mais je ne suis pas intéressé par World Bank, je ne suis pas intéressé par la Banque mondiale, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est dans le Web of Science. Ensuite, ce qu'on peut faire très rapidement, c'est trier la liste des résultats. Et je vous conseille de le faire. Par défaut, dans mes réglages, moi, personnels, le, le classement est fait par pertinence. C'est-à-dire, plus les mots-clés apparaissent dans le titre et le résumé, les mots-clés, plus la publication sera considérée comme pertinente. Et donc, elle apparaîtra en tête de liste. OK? Il y a d'autres tris qu'on peut faire. On peut trier par publication d'ailleurs. On peut aller voir quelle est la première publication qui a parlé de green banking. On peut aller voir au niveau historique. On veut la plus récente, si on veut les développements les plus récents dans le domaine. On est intéressé par exemple par le nombre de citations, qui est un bon indicateur d'impact. Quelle est la publication qui a été le plus citée et qui mérite un petit peu d'attention. Donc là, moi, je vais regarder qu'est-ce qui a été fait par ces chercheurs-là et qui explique qu'ils ont eu beaucoup d'impact. Donc vous avez compris, il y a tout un tas de classements qu'on peut faire à partir des publications. Alors, comment un document est-il indexé dans le Web of Science? Donc, ce qu'on appelle un record, ou un enregistrement ou une notice de publication dans le Web of Science, on va regarder toutes les informations de la publication, c'est-à-dire le titre, la liste des auteurs, le résumé, les mots-clés de l'auteur, l'information sur la revue, donc c'est une revue qui s'appelle Sustainability, le DOI, donc c'est le Digital Object Identifier, c'est un identifiant d'objet digital, donc c'est un petit peu le numéro de carte d'identité de cette publication qui est unique. La date de publication, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc là elle a été publiée en février 2021,
Et vous verrez maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les early access. Quand vous avez la confirmation d'une revue qui vous dit votre manuscrit a été accepté, il va être publié en ligne avant même d'être publié à un volume ou un numéro de revue. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le early access parce que ça y est, la publication, elle est vraiment publiée. Il y a un numéro de volume, il y a un, un numéro de série de la revue en question. Ok. Alors, le type de publication ou de document, donc c'est un article, et bien plus dans le sens où on a les adresses, les affiliations, c'est ce que je mentionne ici. On a même l'adresse mail, les informations du financement, la catégorie de la publication et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs questions, encore une fois en privé, donc Tourien et Karima ne les voient pas, qui sont les panels qui m'accompagnent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut créer un compte avec un email pro? Il faut votre adresse mail institutionnelle. Et une autre question sur une université privée. Alors, encore une fois, il y a une liste d'institutions qui ont accès. Donc, il faut voir si si l'université en question a accès au Web of Science. OK. OK, alors je poursuis. Pour le texte intégral, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Les liens vers les textes intégrales, il y a plusieurs façons. Dans le Web of Science, vous verrez, vous avez la possibilité de voir le texte intégral depuis l'éditeur, depuis ProQuest, si vous avez accès à ProQuest, ou vous avez aussi des liens qui dépendent aussi de vos abonnements institutionnels. Donc, ça, c'est l'option sur le site de l'éditeur. OK. Liens en libre accès qui sont potentiellement disponibles ici si c'est un article ou une publication en accès ouvert. D'accord? Alors, bien sûr, ce qu'on constate souvent, c'est qu'une fois qu'on a trouvé des publications pertinentes, pour bien les comprendre, il faut les lire. Donc, on vous donne des options pour accéder au texte intégral. Alors, une fois qu'on a fait ces recherches, là, on a compris quel type de contenu on peut chercher dans le Web of Science, comment ce contenu arrive dans la base de données, comment il a été indexé, quel est le type d'information disponible dans la base. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai envie de dire le point le plus critique, c'est d'identifier les documents les plus pertinents. Donc, on va commencer par utiliser des filtres. L'exemple de tout à l'heure, c'est un très bon exemple. Et c'est souvent ce qui se passe quand on demande aux chercheurs sur quoi on travaille. Ils vont vous donner un sujet plus ou moins précis. Par exemple, la finance verte, green banking et ainsi de suite. Et on avait à peu près 10 000 publications. 10 000 publications, c'est énorme. On ne peut pas lire 10 000 publications. Et on sait que toutes ces publications ne sont pas pertinentes. Donc, on va essayer d'éliminer le bruit. Et comment on fait ça? On va utiliser les filtres sur la gauche ici, qui vous permettent d'obtenir les résultats les plus pertinents. Donc, il y a plusieurs options. Il y a les types de documents. Alors, pour les jeunes chercheurs, moi, ce que je vous conseille quand on n'a pas le temps de parcourir toute la littérature, c'est de lire, par exemple, les reviews, c'est-à-dire les synthèses de littérature. Donc, les collègues, ils ont déjà été chercher l'information et ils ont fait un résumé de la littérature. Donc, quand je lis un résumé de la littérature, ça me donne c'est un bon point de départ pour avoir une connaissance au moins initiale du sujet. Une fois qu'on est plus à l'aise avec la littérature, on peut se positionner que sur les articles, par exemple. Si on est intéressé par les méthodes, on va s'intéresser au livre, au chapitre de livre. Donc, chaque type de publication a un objectif différent. Il y a les années de publication. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on va par exemple ici, je vois il y a une tendance, donc je passe de 319, 326, 319, ça c'est par année. Et je pourrais me dire une fois que j'ai fait cet exercice, supposons le mois prochain, donc je le fais aujourd'hui, je passe plusieurs jours, je reste dessus, et disons dans 6 mois, je refais la même requête et je peux m'intéresser qu'aux dernières années, parce que j'ai peut-être raté des publications récentes qui ont été rajoutées récemment. Je peux faire un filtre sur l'affiliation ou sur le pays. Moi, je vous conseille de faire ça souvent quand vous commencez un sujet de recherche. C'est bien de balayer un petit peu le terrain et de voir ce qui se passe dans votre pays, au niveau des institutions, quels sont les principaux acteurs, principaux chercheurs dans le domaine, parce que ça peut vous donner aussi des pistes en termes de collaboration, ou même avec l'industrie. Donc les affiliations, c'est une information qui est très importante.
Libre accès, par exemple, ici, je vois, j'ai 2862 publications qui sont en accès ouvert. Donc, je n'ai pas à me poser la question, est-ce que j'ai accès, j'ai pas accès. Vous verrez ici un cadenas ouvert qui dit, voilà, tout le monde a accès à cette publication. Ok. Alors, les articles les plus cités, on en a parlé tout à l'heure. On a les papiers fortement cités. On a les papiers chauds dans le sens, ce qu'on appelle hot papers. C'est les publications qui ont été citées fortement dans une période relativement courte. Donc ça peut aussi vous donner une indication sur les sujets émergents. Voilà, toutes ces informations sont euh, euh, très importantes et vous permet d'avoir une visibilité ou une meilleure visibilité de votre sujet. Ok. Euh, ce que, J'aimerais, s'il te oui, plaît, avant d'aller oui. plus loin, il y a une question qu'il faut répondre tout de suite avant de continuer. Quelqu'un qui demande la différence entre Clarivate et Web of Science. Ouais, bonne question. Alors, bon, j'ai raté cette question parce que moi je suis sur le chat, je regarde Oui. pas Q&A pour l'instant. Oui, alors Clarivate, c'est le nom de la société et Clarivate commercialise beaucoup de solutions, des bases de données, dont le Web of Science. Donc le Web of Science, c'est un produit qui est commercialisé par Clarivate. Pour vous donner une analogie, Clarivate, c'est Apple et Web of Science, c'est un produit, le MacBook, c'est un produit de la société Apple. D'accord? Donc Web of Science, c'est une base de données qui est commercialisée par la société Clarivate. D'accord? Euh, Ok, alors je poursuis. Donc on a toutes ces informations qu'on peut utiliser, et d'ailleurs comme filtre, mais aussi comme outil d'analyse. Donc on peut utiliser ces données-là pour mieux comprendre son sujet de recherche. Ok. Alors, ce que je vous conseille de faire, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est comment on exclut les types de documents non pertinents. Moi, c'est quelque chose que je fais quand je rédige un article. Je suis pas intéressé par les publications qui ont été rétractées, c'est-à-dire que les publications qui ont été retirées des publications pour plein de raisons. Ça peut être des problèmes de fraude, ça peut être des problèmes de données, ça peut être des problèmes de problèmes de méthode, de résultats et ainsi de suite. Il y a plein de raisons qui font qu'une publication est retirée de la revue du marché. Donc ça, c'est clairement des publications qui ne m'intéressent pas. Généralement, moi, j'aime bien regarder les articles, les reviews, conférences, early access. Moi, je ne suis pas intéressé par meeting abstract. Je ne suis pas intéressé par les lettres, les news, les corrections et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, ou les résultats ou les publications qui font suite à des réunions. Donc moi, j'aime bien me focaliser sur ces publications. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout sélectionner, je désélectionne celles qui m'intéressent, donc je garde celles que je ne veux pas et je vais les exclure. D'accord? Donc ça, clairement, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de mauvaise action, ça dépend de vos objectifs. Comment on peut écarter et retirer ou exclure des types de publications. OK? Alors, une fois qu'on a fait le filtre sur la publication, donc déjà on a enlevé pas mal de bruit. Sur le Early Access, je l'ai mentionné tout à l'heure, Early Access, quand on dit que c'est une publication qui a été acceptée pour publication, et souvent la confusion elle vient du fait que la publication, on peut la voir déjà sur le site internet. Elle est publiée dans le sens, elle est disponible. Mais elle n'a pas encore été publiée dans le sens où euh, elle n'a pas encore été assignée, il n'y a pas encore eu un numéro euh, de, enfin, un numéro de série, j'ai envie de dire, dans un numéro spécifique ou un volume spécifique. D'accord? Donc, les revues, elles travaillent différemment. Des fois, on a ces articles qui sont appelés articles sous presse, articles in press, published ahead of print, online first. Tout ça, c'est des appellations qui, en gros, veulent dire la même chose. Ça a été examinés par les pairs, ils ont été acceptés pour les publications, mais ils n'ont pas encore été publiés dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que n'ont pas encore un volume n'appartiennent pas encore à un volume ou un numéro spécifique d'une revue. Et d'ailleurs, souvent, ils ont déjà un DOI, c'est-à-dire que l'éditeur va vous dire votre article a été accepté, voilà le DOI. Vous allez dans le DOI, vous avez sur le lien, vous voyez votre publication, mais il n'a pas encore été assigné à un numéro spécifique. Et donc, nous, on a ce type-là de document qui s'appelle Early Access. C'est pas un preprint. C'est différent d'un preprint qui est un manuscrit qui n'a pas encore été examiné par les pairs.
et qui potentiellement n'a pas encore été accepté pour publication. Alors, comment ça fonctionne? Dans le Web of Science, vous verrez, on a ici, bon, c'est une capture d'écran qui date maintenant, mais c'est un article qui est en accès, en early access, d'accord? Mais c'est de manière provisoire. Si j'ouvre cet enregistrement maintenant, vu qu'il a été accepté, publié en ligne, d'abord en juillet 2021, maintenant, c'est plus une publication early access. Une fois que la date de publication est disponible, vous aurez la date de publication et on n'aura plus que le type de document qui est article. Donc là, ici, la même chose, on peut s'intéresser qu'aux publications très récentes. C'est une analyse qui est intéressante à faire, une recherche qui est intéressante à faire. C'est je veux voir que les manuscrits, donc les articles qui ont été acceptés pour publication, mais qui n'ont pas encore été publiés. Donc c'est en gros des publications toutes fraîches. D'accord? Je pourrais m'intéresser qu'à ces publications-là si je le souhaite. OK? Alors, d'autres questions en privé, encore une fois, dans le chat. Oui, ces moteurs de recherche, il est multidisciplinaire, donc vous aurez des articles de thèmes économiques. Là, je prends ce sujet-là, mais ça marche pour tous les sujets. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous aurez accès à l'enregistrement, vous aurez la présentation. Et je vais revenir sur les autres questions hein. Après. Je ferai en sorte d'avoir un petit peu de temps vers la fin de la session pour prendre pour toutes les questions. OK? Euh, Ok, alors je poursuis sur comment chercher par année de publication. Il suffit de mettre année de publication comme filtre. Je peux mettre 2001 ou entre 1997-1999. Donc je peux avoir un intervalle d'années de publication qui m'intéresse. Et on aura, vous verrez ici, on a les années de publication et on a l'année de publication finale qui est différente. Ici, on a l'année de publication où on a un mélange de early access et année de publication, pardon, publication years. Et ici, on a final publication year. Vous voyez la différence, c'est que si on s'intéresse qu'aux années de publication finales, les chiffres sont légèrement différents. Donc ça, c'est ça la différence. C'est qu'ici, on va regarder l'année de publication où on a aussi le early access, alors que le final publication year, donc l'année de publication finale, va regarder que les publications avec la date de publication finale et va exclure les documents qui n'ont qu'une date d'accès anticipée, c'est-à-dire le early access. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu avancés sur les recherches avancées, vous avez différents types d'années de publication. PY pour Publication Year, année de publication. EAY, donc, ou EAY, Early Access Year, donc l'année d'accès anticipé. Et on a FPY ou FPY, qui est l'année de publication finale, Final Publication Year. D'accord? Donc, et ça, c'est important parce que selon comment vous allez citer la publication et aussi comment vous analysez la littérature. Alors, comment on fait pour affiner? Il suffit d'aller dans Date Range, on rajoute. On peut avoir soit toute l'historique, tout l'historique, soit on peut se focaliser sur les 5 dernières années, ou on peut avoir quelque chose de spécifique, donc custom, et je vais mettre ma publication. OK. Euh, OK, alors, juste entre nous, parce que pas mal de personnes qui posent la même question plusieurs fois, ça va être compliqué pour moi de parcourir les questions. Si possible, posez votre question qu'une seule fois dans le chat ou dans section Q&A, comme ça on a euh, la bonne liste des questions. Sinon, c'est difficile de parcourir tous les messages. OK. Alors, une question de Samira Othman qui dit, à votre avis, à quoi consiste Early Access? C'est pas selon moi, en fait, c'est vous, en tant que chercheur, vous soumettez votre article à un éditeur, à une revue. Quand le manuscrit passe les étapes de l'examen par les pairs, il y a une décision. Donc, votre article, il est publié, il est disponible en ligne, mais il n'a pas encore été assigné à un numéro de revue. Donc, c'est un accès anticipé. Donc, c'est ça que ça veut dire early access. C'est quelque chose qui est tout frais. C'est un petit peu l'article qui est encore chez l'imprimeur. D'accord? Il vient d'être imprimé. On peut déjà le lire, mais il n'a pas encore été publié dans le sens, il n'a pas encore été
n'a pas encore été assigné à un numéro spécifique d'une revue. Alors, peut-on télécharger les documents et livres? Alors, j'ai pas très bien compris la question. De la même façon, sur les documents, quand on dit documents, c'est articles, synthèse de littérature, euh, publication dans les conférences, congrès, livres et ainsi de suite. Donc, vous aurez, selon votre accès, la possibilité de, de, euh, de télécharger les informations. Alors, PY, c'est Publication Year. PY, année de publication. Ok. La raison pour laquelle je parle de ces éléments, parce que souvent il y a des confusions. Quand vous faites votre synthèse de littérature, vous pouvez avoir plusieurs dates. Donc il faut être prudent, surtout quand vous allez citer la publication, quelle date, surtout quand c'est, supposons, un article qui a été accepté en décembre, mais il a été accepté en tant que publication finale en janvier ou en février. Donc forcément, l'année de publication est différente. OK. Euh, OK. Alors, je poursuis. Il y a un tri qui est intéressant, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le tri sur les documents les plus récents. Donc, je peux faire un tri sur la date et je veux les plus récents en premier. OK. J'ai aussi un autre tri qui est recently added, c'est-à-dire que les publications qui ont été ajoutées récemment dans la web, dans le Web of Science. OK. Alors, oui, alors il semblerait qu'il y a, je vois dans le chat quelqu'un qui me dit qu'il est basé au Cameroun. Alors cette session pour l'IMIST, c'est un webinaire qui a été organisé en collaboration avec donc l'IMIST, CNRST. L'accès dont on a parlé tout à l'heure via l'IMIST, via ressources, c'est pour les chercheurs, étudiants qui sont basés au Maroc. Pour le Cameroun, il faudrait voir avec votre institution si vous avez accès au Web of Science. Mais cette formation-là a été organisée avec l'IMIS, le CNRST au Maroc. Alors, il y a un autre tri qui permet d'identifier les publications les plus influentes, c'est de regarder le nombre de citations. Le nombre de citations, très rapidement, pourquoi c'est une information intéressante? Quand vous rédigez un article, vous allez avoir des références. Ces références-là, ce que ça veut dire, c'est que vous citez d'autres publications. Toutes les publications que vous avez citées reçoivent une citation de votre part, de votre publication. Donc on peut dire que cette publication a été influente parce que vous avez réutilisé les travaux de recherche de quelqu'un. Nous, on compte les citations dans le Web of Science, c'est pour ça qu'on appelle ça un indice de citation ou Citation Index. Et on peut s'amuser à classer les publications par domaine. C'est ce qu'on fait dans Highly Cited Papers, les papiers fortement cités. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les papiers qui sont dans le top 1% dans leur domaine. Quand on les compare avec des publications de la même année, du même type de documents. On va regarder tous les. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez accès à une base de données de tous les articles publiés en 2023 en chimie inorganique. D'accord? Et vous avez l'information des citations, c'est-à-dire que la première publication, elle a été citée 2000 fois, la deuxième, 1900 fois, et ainsi de suite. Et vous faites un tri comme ça, et on peut dire, par exemple, le top 1%, c'est des papiers qui ont été fortement cités. Donc, on peut utiliser ces informations-là. Pourquoi? Parce que ça vous donne une indication des, des travaux de recherche qui ont été très influents ou influents dans leur domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les citations, ça prend du temps à s'accumuler. Pourquoi? Parce qu'il faut que un autre chercheur publie un article et cite votre article. Donc vous avez publié un article, il faut que quelqu'un d'autre fasse référence à votre article. Et là, vous aurez citation plus 1. Vous aurez une citation supplémentaire. Mais c'est peut-être pas les meilleurs indicateurs d'influence, c'est ce que je dis ici, pour les publications récentes. Et pour cette raison, on fournit aussi d'autres indicateurs, des indicateurs d'utilisation. C'est-à-dire, on vous donne, pour toutes les publications, combien de fois la publication elle a été exportée depuis le Web of Science. Donc ça vous donne un indicateur d'intérêt. C'est un indicateur qui mesure l'utilisation, c'est-à-dire un article, il a été exporté, c'est-à-dire quelqu'un quelqu'un est intéressé par cette publication. Donc à chaque fois qu'un utilisateur clique sur un lien en texte intégral ou exporte une notice de publication, le nombre d'utilisations augmente.
Donc, c'est un indicateur d'intérêt. On a les citations, c'est un indicateur d'impact, c'est-à-dire que la publication elle a été influente dans le sens où d'autres chercheurs l'utilisent pour faire leurs travaux de recherche, alors que là, c'est un indicateur d'intérêt. OK. Ok, alors je poursuis. Comment on fait une fois qu'on utilise ces filtres? Moi, je suis intéressé pour l'exporter. Il y a plein de façons d'exporter une liste de publications. Pour ceux d'entre vous qui utilisent EndNote, c'est un outil qui est similaire à Mendeley, Zotero, RefWorks. C'est un outil de gestion de références. Donc, on a la possibilité de l'exporter vers EndNote Online, EndNote Desktop, selon la version que vous utilisez. Je peux les ajouter à mon profil si c'est moi qui ai publié ces travaux. Je peux utiliser RefWorks, donc c'est un autre outil de gestion de référence. Je peux l'exporter en fichier RIS ou RIS qui permet d'être utilisé par d'autres outils de gestion de référence. Et Insights, on en parlera très prochainement dans une autre session qui vous permet d'analyser ces publications. On peut faire aussi BibTeX si vous voulez exporter vers Mendeley, Zotero. D'accord? Donc, il y a plein d'options ici qui vous permettent d'exporter, de sauvegarder vos résultats de recherche. Ensuite, quand on exporte, vous verrez ici, dans Excel, on a la possibilité d'exporter vers Excel si vous voulez sauvegarder les informations dans Excel et analyser dans Excel. Je l'ai déjà fait sur des grosses analyses. On peut sélectionner et choisir les informations qui nous intéressent. Par exemple, je veux la liste des auteurs, le titre de la publication, la source, c'est-à-dire le nom de la revue, de la conférence ou du livre, l'identifiant de la publication, donc c'est un identifiant unique, le résumé et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées, c'est un petit peu les informations qui permettent d'identifier cette publication. Ok. On peut exporter jusqu'à 1000, c'est déjà pas mal, 1000 publications. Quand on fait une requête spécifique, 1000 c'est déjà beaucoup. Vous ne serez pas capable de lire 1000 publications, il vous faudrait 4-5 ans pour toutes les lire, parce que vous êtes occupé à faire autre chose. Mais on peut avoir 1000 publications pour faire une analyse du terrain. Quand on fait ce qu'on appelle landscape analysis, donc on veut analyser ou avoir une visibilité, 1000, 2000, 3000, on peut le faire sur des centaines de milliers de publications d'ailleurs. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est, avant de vous faire une démo rapide, c'est trouver des réponses dans la base de connaissances. Donc on a ce qu'on appelle knowledge base, d'accord, qui vous permet d'expliquer comment on accède au Web of Science, comment on accède les autres plateformes. Si vous ne trouvez pas les réponses, il suffit de nous contacter. Vous pouvez contacter l'EMIS, vous pouvez nous contacter nous. On a une équipe qui peut vous assister. Vous pouvez leur écrire en français. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la première réponse en anglais en moins de 24 heures. Ok. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est ce que vous avez aussi, c'est des ressources automatiques. Quand vous êtes un peu perdu, vous verrez dans le Web of Science, vous avez cette question-là, ce symbole qui permet de vous donner c'est un guide en fait, c'est un petit peu une visite guidée. Comment je fais pour analyser les résultats, comment je fais pour avoir un rapport de citation, comment je fais pour chercher un auteur, faire une recherche de référence, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est disponible dans le Web of Science. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais passer au... alors, je vais passer ici. Alors, je partage avec vous, je le remettrai tout à l'heure dans le chat. Ça, c'était ma newsletter, pardon. Comme je l'ai mentionné, je partage beaucoup de guides, l'annonce des webinaires chaque mois et comment écrire une section discussion, comment écrire un résumé euh, et ainsi de suite. D'accord? Comment identifier les revues prédatrices. Donc, plein de guides. En général, je fais ça une fois par semaine. Comment trouver des opportunités de financement, publier sa première publication. Donc, je partagerai ça avec vous. Alors, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Dans le Web of Science, voilà la page d'accueil. OK, moi je suis déjà connecté. C'est automatique. Une fois que vous accédez au compte au Web of Science la première fois, une bonne façon de savoir si vous avez accès à tout le Web of Science, c'est de regarder si vous avez accès aux documents ici.
Sinon, vous n'aurez qu'une version gratuite publique du Web of Science. Pour la version complète, vous pouvez chercher des publications et bien sûr des chercheurs. Par défaut, donc moi, aujourd'hui, je travaille de la maison, je ne travaille pas de mon bureau parce que le compte, je l'ai créé depuis mon bureau, mais j'ai créé un compte personnel et c'est là où j'ai mon profil. D'accord? On parlera une autre fois de la gestion du profil dans le Web of Science. Là, je vais faire une recherche sur un sujet précis. D'accord? Ici, très rapidement, on a la liste des publications que j'ai sauvegardées. On a l'historique de recherche. On a mon profil. C'est là où je peux rajouter des publications. Je peux avoir des notifications. Et je peux sauvegarder les recherches que je fais, les requêtes que je fais dans le Web of Science. Par exemple, la semaine dernière, je cherchais sur l'acide ascorbique, la vitamine C, antioxydant. Je peux revenir là-dessus. Donc ça, c'était jeudi dernier. Et je peux faire une analyse sur un chercheur particulier et ainsi de suite. D'accord? Alors, je vais faire une recherche. Je vais prendre un sujet, par exemple, je sais pas moi. Je prends économie islamique, islamic economy. D'accord? Donc c'est un sujet comme ça. Je vais prendre un autre sujet. Donc, je vais prendre un autre sujet. Par exemple, je fais une recherche avancée. Je vais prendre, par exemple, Mobility Networks. Donc, ça, c'est un de mes sujets. And collaboration. On va faire ça. Mobility Network. Mobility and Collaboration Network. OK. Par défaut, l'opérateur, c'est AND, donc il est implicite. Donc là, j'aurais pu écrire Mobility Collaboration Network. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un sujet que moi j'étudie en particulier. Je suis intéressé par ces sujets-là. Donc là, je trouve 1000, c'est pas énorme. Mais moi, je sais ici que tout ne m'intéresse pas. Donc quand on dit Mobility Collaboration Network, là, il me dit, OK, c'est peut-être Scientific Mobility. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les employés, c'est les scientifiques. D'accord? Donc là, je pourrais rajouter un terme et je dis should include. Et là, je mets search. D'accord? Et donc là, j'ai quelque chose de plus précis. OK? Je pourrais aussi dire, voilà, je veux étudier la carrière des chercheurs. Donc là, Web of Science me dit, quand on parle de ça, souvent on parle des carrières des chercheurs. Donc ça, je pourrais ajouter. Et brain circulation. Avant, on appelle ça de brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Maintenant, les gens parlent de plus en plus de circulation des cerveaux. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. OK? Donc là, j'ai quelque chose de plus inclusif parce que j'ai rajouté des termes qui correspondent au sujet qui m'intéresse. Donc à partir de certains mots-clés, finalement, j'ai été plus inclusif. Pourquoi? Parce que je suis aussi intéressé par ces sujets-là. Je suis pas intéressé par, je sais pas moi, tout à l'heure, c'était employee career. Je suis pas intéressé par la carrière des employés. Moi, c'est les chercheurs qui m'intéressent. À partir de là, ce sujet-là, je peux m'amuser à les trier par pertinence. Donc ça, c'est ce qui est par défaut. Ça, c'est un de mes réglages, un de mes paramètres. Je pourrais vous le montrer ici. J'ai, pardon, donc j'ai le profil. Si je repars ici, Settings, vous verrez, j'ai mon paramètre de recherche par défaut, c'est la pertinence. Et je cherche tout le temps dans Web of Science Core Collection, mais je pourrais dire, voilà, je veux chercher dans Medline par défaut. OK. Donc, peu importe le sujet sur lequel vous travaillez. Donc là, moi, je vois phénomène de mobilité scientifique dans les études infométriques. Très intéressant. Après, je pourrais regarder quelles sont les publications qui ont été le plus fortement citées. On a des réseaux d'innovation. Comment ça se fait? On a les chercheurs qui vont aux États-Unis, qui vont ailleurs pour innover. Donc ça, c'est une étude intéressante qui date de 2006. Pour être plus précis, parce que j'ai déjà étudié la question, j'avais fait une publication en 2020 ou 2021, je peux regarder les publications récentes. Qu'est-ce qui a été fait depuis cette année? Ou alors, je veux tout l'historique. Donc, j'enlève le filtre sur la publication. Là, je peux être plus précis aussi en disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les articles et les conférences. Par exemple, ou si je suis un jeune chercheur, ce qui m'intéresse, c'est la synthèse de la littérature. Quelqu'un a déjà fait la synthèse de la littérature. Et 107, c'est pas énorme, mais on a des chercheurs qui ont déjà été et qui ont analysé, étudié les carrières des chercheurs en termes de brevets, en termes de productivité,
et ainsi de suite. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez, mais ici, on a Brain Circulation. Quand on parle de cerveau, forcément, on va avoir des publications qui sont liées au cerveau, c'est-à-dire le flux de sang dans le cerveau. Moi, clairement, ça m'intéresse pas, parce que ça, c'est du bruit. Donc ça m'intéresse pas, la neurologie clinique. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Et souvent, on s'en rend compte comme ça, c'est que on va avoir des publications où les termes sont multidisciplinaires. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par mon point de départ. Ce qui m'intéresse, c'est le management, c'est l'éducation, pardon, c'est l'éducation, c'est information system, c'est le management, d'accord? Donc parce qu'on mesure, donc il y a le computer science, il y a information science. Je suis pas intéressé par la neurologie, je suis pas intéressé par les neurosciences, peut-être par l'aspect économique de la mobilité, parce qu'on le sait, par exemple, on va aux États-Unis, il y a beaucoup d'immigrants qui euh, vont là-bas, c'est des chercheurs parce qu'ils ont plus d'opportunités, donc il y a un aspect économique derrière. Voilà, donc pour là, moi je pense que c'est bon. Je pourrais rajouter social sciences parce que c'est des problèmes sociaux. Et il y a des méthodes mathématiques qui permettent de modéliser ces phénomènes migratoires. Donc, à partir de là, je suis plus précis. Je suis passé de 2000 et quelques à 1000 en étant inclusif avec ces mots-clés. Je pourrais dire finalement brain circulation, ça m'intéresse pas et je recherche et j'ai quelque chose de plus précis. Donc, vous avez compris ici, ce qu'il faut faire, c'est, on va regarder, ça c'est des gens que je connais dans mon domaine qui ont été très actifs sur le sujet. Et on a aussi d'autres classifications, par exemple, micro, c'est le sujet de la publication. Ça, c'est le sujet des revues dans lesquelles ces publications sont publiées. Et on a les sujets précis. Donc, on a la bibliométrie, ça c'est ce qui m'intéresse. On a le knowledge management et ainsi de suite. Moi, la bibliométrie, c'est ce qui m'intéresse, scientométrie. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus précis. Et donc là, après, je vais regarder quelles sont les publications qui ont été les plus citées dans le domaine. Donc, on a une étude ici intéressante, un collègue d'ailleurs, qui regarde les chercheurs chinois qui sont partis, qui reviennent. Et donc, ça a un impact sur les collaborations. Alors, je suis très intéressé parce que ça colle avec mon sujet. À partir du titre et du résumé, moi, ça suffit pour dire ça, c'est bon, je garde. Euh, Ça, je garde pas parce que je crois que c'est une review. Alors, j'ai pas fait de filtre. Je vais garder que articles. Je veux que les articles. OK? Donc là, je vais regarder qu'est-ce qu'ils font avec cette base de données et ainsi de suite. Donc là, il y a des gens qui vont regarder les chercheurs qui reviennent. Ici, on a des différences au niveau homme-femme et ainsi de suite. Je parcours, d'accord? Et à partir de là, moi, je peux choisir celles que je veux garder ou pas. Donc, je peux les exporter. On aura une autre session sur le sujet. Je peux les exporter vers EndNote Online, Desktop, texte et ainsi de suite. Ou je peux créer juste une liste, d'accord, en disant Add to Mark List. Je vais créer une nouvelle liste et je vais mettre Mobility. OK? Donc, il y a 2 publications qui vont être ajoutées à, euh, à ma liste que je retrouve ici. Mes listes sont ici. Donc, c'est des listes qui sont disponibles au niveau de mon profil. Je pourrais aussi très rapidement, donc là j'ai une visibilité des chercheurs qui sont actifs dans le domaine, je pourrais aussi regarder où est-ce qu'ils sont basés. Donc on a des chercheurs, on a leur affiliation ici, donc on a l'Espagne, les Pays-Bas, les États-Unis et ainsi de suite. Je pourrais regarder par pays, d'accord? Donc je vois là où les chercheurs, là où ils sont basés, par nombre de publications. Ok. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est, si je repars sur mes filtres ici, je pourrais regarder, il semblerait que parmi ces 894 publications, il y en ait 5 qui sont fortement citées. Ça, c'est des publications, je ne vous demande pas de les citer à votre tour, mais c'est des publications qui méritent un petit peu d'attention parce que vous allez avoir l'information sur de quoi on parle exactement. Donc, il y a ces chercheurs, cette publication en juillet 2014, ils ont été voir les réseaux de co-publication dans les bases de données de brevets, ok, sur certaines périodes, comment ils ont fait ça, et ils ont développé des méthodes. Et c'est ça qui explique
que cette méthode, elle a été peut-être réutilisée, peut-être comparée depuis 2014, donc ça fait 10 ans. Voilà, donc moi, à partir du titre et du résumé, je peux avoir une idée. Donc, par exemple, je vais regarder ici. D'ailleurs, c'est une publication en accès ouvert. Je ne vous ai pas parlé de cet outil qui existe, qui s'appelle EndNoteClick. C'est une extension dans les navigateurs Chrome, Firefox et ainsi de suite. Là, il m'a trouvé le PDF. Il m'a dit qu'il a trouvé le texte intégral. Alors, c'est parce que c'est une publication en accès ouvert. Et si je l'avais sauvegardé, donc voilà, j'ai le texte intégral ici. Ok, donc j'ai installé, j'ai l'extension ici qui est disponible. Donc ça, si moi je suis intéressé ici, ben, je vais aller voir le texte intégral et là, à partir du résumé, je vais avoir les résultats. Je peux aller très rapidement voir les résultats ici, d'accord? Ou voir les conclusions, de quoi il parle exactement. Si je suis intéressé, donc là je vais aller voir les, leur méthode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi les variables dépendantes, indépendantes, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on lit rapidement quand on trouve une publication intéressante. Ils l'ont fait au niveau de la Suède. Vous avez vu la carte tout à l'heure, c'était la carte de la Suède. C'est des chercheurs suédois. Si on veut travailler avec eux, j'ai même leur adresse mail qui est disponible ici. D'accord? Je pourrais repartir et ainsi de suite. Donc là, vous avez compris comment on utilise. On commence par faire une recherche. On peut faire une recherche par mots-clés. Ensuite, on analyse euh, les, euh, les publications. On peut utiliser les filtres. Je peux aller même plus loin, hein. D'ailleurs, j'en parle dans ma newsletter, une question qui revient souvent. On en parlera dans la prochaine session. Si moi, je m'intéresse à ce sujet, j'ai mon manuscrit et il est prêt, quelles sont les revues qui pourraient coller à mon manuscrit? Ben, la réponse, elle est là. Revues indexées, bien sûr. Je vais regarder les revues indexées, donc Scientometrics, Academic Medicine, Research Policy, IEEE, Access, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, ça me donne une liste de revues. Je pourrais avoir une liste plus grande si je veux. Et de la même façon, donc si je repars, je pourrais faire la même chose sur. Il me semble que j'ai mis un filtre sur articles. Je pourrais faire la même chose sur les conférences. Si vous êtes intéressé par les conférences qui sont indexées, c'est-à-dire les conférences de qualité, bah là, je peux faire la même liste. D'accord? Je vais aller voir les conférences qui ont déjà présenté des papiers sur le sujet. D'accord? Donc ça, c'est une conférence connue dans mon domaine. C'est une conférence de la Société mondiale de ce domaine. Donc là, clairement, c'est une conférence de qualité. Alors, je sais que j'ai donné beaucoup d'informations et le temps passe vite. Euh, alors, ce que je vais faire, je vais parcourir les questions et parce que j'ai fait le tour sur les différentes étapes. Bon, j'ai pas, je pourrais vous montrer, hein, par exemple ici, export. Si j'exporte, je peux exporter vers EndNote Online. J'aime bien avoir full record, c'est-à-dire la notice complète. D'accord? Et ça va mettre à jour. Dans EndNote Online, j'utilise le même identifiant et le même mot de passe. Euh, à partir de là, je sais que cet enregistrement ou cette publication, elle est dans EndNote, vous voyez? D'ailleurs, si j'enlève ça et je refais ma recherche initiale, ok, et je fais highest first. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Research Career, Scientific Mobility. J'ai enlevé un filtre. Ce qui m'intéressait, c'était la bibliométrie. Ok. Vous allez retrouver, voilà. Là, il me dit qu'elles sont déjà dans ma liste. Celle-là est déjà dans EndNote et ainsi de suite. Donc ça, c'est des enregistrements que j'avais déjà ajoutés dans mon profil. Ok. Alors, je vais regarder dans la section questions-réponses. Il y a plein de questions. Oui, vous aurez accès à la présentation PDF. Si, vous pouvez chercher en français. Vous pouvez chercher en français, c'est juste que vous aurez moins de résultats parce que vous allez avoir les publications qui sont publiées en français. Je vais vous montrer, je vais vous donner un exemple. Je sais pas moi, par exemple, si je fais financement, ok, c'est un mot clairement français, j'ai 108. Alors que si je fais funding,
je vais en avoir 269 000. Si je repars sur funding, ou financement, pardon, pourquoi financement il apparaît ici? Parce que les auteurs, ils ont mis des mots-clés en français. D'accord? C'est uniquement pour ça. Alors que le titre de cette publication, le titre et le résumé, sont en anglais. Donc là, si je vous montre, et la publication elle-même est en anglais. Je pourrais vous faire très rapidement, comme ça, ça vous donne une idée par rapport au français, parce que je sais que le français, c'est langue dominante dans beaucoup de pays. Mais si je vous fais une recherche, si je fais une recherche, donc c'est une recherche avancée, 1900 à 2024. Donc je regarde les années les publications qui ont une année de publication entre 1900 et 2024. Et je vous fais une analyse très rapide. Donc on arrive à, on va dire, 90 millions, ou 92 millions. OK. En sciences, dans l'état actuel, la majorité des publications, alors on est où là? Ici, sur 92 millions, on a 86 millions en anglais, presque 2 millions en allemand, 1,5 million en français, et ainsi de suite. Les Français eux-mêmes publient beaucoup maintenant en, en anglais. Alors, Clarivate et Web of Science, je l'ai expliqué. Vous enverrez l'enregistrement. Alors, si j'ai pas le temps de parcourir toutes les questions, je regarderai tête reposée et je reviendrai vers vous. Alors, pour les chercheurs qui ne sont pas basés au Maroc, cette session, elle était, encore une fois, je me répète, organisée avec le ministère CNRST et l'IMIST. Donc, si vous êtes basé à l'étranger, il faut voir avec vos bibliothécaires. Vous aurez le certificat, l'attestation. Oui, alors Dr Karim qui dit est-ce que l'étape Early Access est obligatoire? Non, 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 non. C'est juste qu'il y a des éditeurs qui font ça maintenant parce que ça prend du temps pour publier un article. Donc pour gagner du temps et pour ne pas être en retard sur la publication, vous imaginez par exemple au temps de Corona, par exemple, on avait besoin d'avoir l'information très rapidement. Le délai de publication il est énorme alors que la publication elle est acceptée. Donc on la met en ligne, elle a été examinée par les pairs et donc on a le Early Access. Oui, alors question de Walid sur conseil avant de publier. Il y aura d'autres sessions sur le sujet. DIA et ASSN, merci Touria d'avoir répondu. Est-ce qu'on peut dire que les articles les plus cités sont automatiquement ceux des articles open access car elles sont gratuits? Non, pas forcément. Il y a une corrélation. Il y a un avantage quand on publie en open access parce que forcément, on a potentiellement plus de lecteurs, mais c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, que cette différence ou cet avantage, il tend à, à diminuer parce qu'il y a de plus en plus de publications en open access. On est à peu près 40-45%. Donc, cet avantage-là, dans quelques années, il n'existera plus. En tout cas, c'est ma prédiction. Bon, pour les questions d'accès, on a expliqué comment ça fonctionne. On fera en sorte de partager un guide. Ouais, merci Touria. On publie pas un article dans le WOS, on publie dans une revue qui est annexée dans Web of Science. Ok. D'ailleurs, sur ce sujet, sur le partage des enregistrements, je partagerai avec vous aussi. J'ai pas mal de cours sur ces sujets très variés où vous pouvez aussi avoir des attestations si ça vous intéresse. Ces cours sont gratuits et vous avez des attestations. Oui, alors Amina, je viens d'y répondre sur les différents replays. Je vous les enverrai. Ils sont dispo ici. Sont sur mon site. Il y a une section cours ici. Voilà, vous avez plein de cours. Alors il y en a en anglais, il y en a en français. Par exemple, les profils chercheurs, l'identité numérique. Quelqu'un avait demandé comment rédiger un manuscrit, comment choisir une revue pour publication, préparer votre manuscrit. Tout ça, c'est disponible dans mon site. Ok. Ok, le nom de l'extension s'appelle EndNote-Click. Ça s'appelle EndNote-Click.
Je vous envoie le lien. Voilà, vous pouvez l'ajouter sur Chrome. Sur Chrome. Vous téléchargez pas l'attestation, je vous l'enverrai par mail pour ceux qui ont participé à la session. Oui, il y a aussi des publications en arabe. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais on a une base de données dédiée à la publication en arabe. Il y en a plus de 100 000, 140 000, il me semble, publications en arabe. Je pourrais m'amuser islamique. Vous aurez, par exemple, voilà, vous avez le titre en anglais et aussi en arabe. Ça, c'est un cas sur la Malaisie. Voilà. Donc là, par exemple, une étude sur Zakat, Zakat al-Mal, Islamic Finance, Iqtisad Islamia et ainsi de suite. Ok. Ah, plein de questions redondantes, donc je vais juste passer quand j'estime que j'ai déjà répondu. S'il Euh, te plaît, en attendant oui, que tu déniches une question intéressante oui. qui n'est pas redondante, je réponds sur les questions d'accès à distance. Donc, et parfois, il y a des personnes qui ont déjà leur compte d'accès à distance créé dans l'ancienne méthode de faire, c'est-à-dire par limiste. Donc, si vous essayez de créer un, il vous dit que c'est pas possible. Donc, si vous avez un doute, vous devez faire mot de passe oublié. Et dans ce cas-là, vous recevez un email vous demandant de réinitialiser votre mot de passe. Si vous ne recevez rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas de compte et vous devez voir votre adresse email doit correspondre à l'université, au domaine choisi dans la liste. Donc pour ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à accéder correctement. Sinon, l'opération de création de compte, elle est fluide. Une fois vous créez, si vous n'avez pas de compte et vous créez, vous recevrez votre notification et vous activez le compte. Euh, L'accès à distance est réservé uniquement aux universités publiques marocaines qui sont membres du consortium marocain pour l'accès aux ressources électroniques. Donc, ni les institutions hors université, ni les universités privées, ni les autres pays ne peuvent utiliser ce service. Si vous êtes un étudiant étranger et vous avez une adresse email institutionnelle de l'université, vous pouvez utiliser. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez accéder à partir du campus de l'université. Donc, c'était ça les précisions. Pour le email institutionnel, l'IMIS ne fournit pas d'email institutionnel, c'est votre université qui doit le faire. Elle est la seule habilité de vous fournir votre email institutionnel. Donc, vous prenez contact avec vos établissements, soit au niveau de la faculté, au niveau du CEDOC. Nous savons que chaque université a sa procédure d'octroi d'email institutionnel, donc on peut pas, il n'y a pas une méthode fixe pour tout le monde. Donc, vous contactez vos établissements pour avoir une idée sur comment avoir l'email institutionnel. Donc, merci, Jamel. Merci, Toria, je t'en prie. Oui, alors, une question intéressante de Fatima ici. Web of Science est-il purement scientifique ou il peut être utilisé par les chercheurs en littérature et sciences humaines? Très bonne question. Parce qu'on l'appelle Web of Science et souvent dans la tête des gens, il y a la conception que c'est juste pour les sciences expérimentales, sciences pures, sciences naturelles. Non, il y a une base de données qui s'appelle sciences sociales et on a même une autre base de données qui s'appelle sciences artistiques et sciences humaines. Donc oui, publication sur la littérature et sciences humaines. Je pourrais faire je sais pas moi, linguistics par exemple. Voilà. Donc et on va avoir des catégories. Je vais vous montrer par exemple. On va avoir le langage, linguistique, multidisciplinaire, humanité, sciences humaines et ainsi de suite. Donc non, c'est pas limité. On a la musique, on a psychologie bien sûr. Donc on a pas mal d'informations de sociologie, religion. Donc ça, c'est clairement des sciences, études culturelles, le droit et ainsi de suite. Donc c'est pas, il y a souvent cette confusion. C'est pas que les sciences pures expérimentales ou sciences naturelles. Euh, alors, oui, il y a pas mal de questions qui sont un petit peu hors sujet. L'objectif ici, c'était vraiment de parler de comment on utilise Web of Science pour faire une recherche. Il y a des questions sur la publication, sur l'examen par les pairs, la publication en open access. Il y aura d'autres formations sur ces questions-là. Il y a une question sur les gestions des ressources bibliographiques. Il y aura une autre session sur ce sujet aussi. Euh,
Donc, on parlera de ces différentes questions dans d'autres sessions. Mais je prends note dans tous les cas et je ferai en sorte de créer du contenu sur ces différentes questions. On pose des questions sur des préférences, comment ça fonctionne sur la publication. Donc, c'était pas l'objectif de la session. Je pense que les questions tournent beaucoup autour de l'accès. Bon, on y a répondu plusieurs fois. Les attestations, comme d'habitude, vous me laissez juste un petit peu de temps, vous aurez l'attestation très rapidement. Et je crois que c'est à peu près tout hein, je crois que j'ai déjà répondu. Comment télécharger le document recherché en PDF? Il y a cet outil qui marche très bien. Ça fonctionne très très bien. EndNote-Click. Donc j'ai partagé le lien pour installer l'extension. Par exemple ici je vous montre. Donc ça c'est euh, il va chercher est-ce que ça fonctionne. Sinon on a le texte depuis l'éditeur. Si vous avez accès puis Repository ou depuis ProQuest. Donc, il y a différentes façons d'accéder au texte intégral. Voilà. OK. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre présence, pour votre participation et pour votre intérêt. Grande participation. Merci beaucoup. Encore une fois, vous me laissez un petit peu de temps. Vous aurez les informations en temps et en heure à partir du moment où je serai disponible. Et vous aurez aussi mon contact si vous avez des questions. Bon, il a mis un petit peu de temps pour trouver le PDF, mais là, il m'a trouvé le PDF. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. OK. Et là, je peux le télécharger. Download PDF, je peux le télécharger, l'exporter, le partager avec les collègues. OK. Alors, merci à toutes et à tous. À très bientôt, Inch'Allah. Bon courage et prenez soin de vous. À bientôt. Salam alaikum. Comme ça, si jamais. Merci.